I'm standing here in this exquisite chapel of St. George at Windsor Castle. L'enveloppe était restée des heures sur mon bureau avant que je n'ose l'ouvrir. Je savais ce qu'elle contenait du moins dans les grandes lignes, et pourtant je repoussais sans cesse l'échéance. Certains documents ne se contentent pas de modifier des accords, ils bouleversent des vies. En 15 secondes à peine, j'ai compris qu'il s'agissait d'un tel document. Une date formulée de façon factuelle, sans émotion ni explication. Une fin formalisée dans un langage juridiquement irréprochable. Que se passe-t-il lorsqu'un mariage prend fin non pas par une conversation mais par une date fixée? J'avais toujours cru que les ruptures s'annonçaient par des disputes des nuits blanches et des récapitulations interminables. En réalité, c'est souvent beaucoup plus silencieux. Pas de cris, pas de scène théâtrale, juste une formalité administrative qui rend tout irréversible. Le choc n'était pas la décision elle-même, mais la manière dont elle a été officialisée. L'amour, si complexe soit-il, était réduit à un schéma. Cette prise de conscience a été vécue à la fois comme un échec personnel et une correction institutionnelle. Ma première réaction ne fut pas la colère, mais l'incrédulité. Non pas que je n'ai pas perçu la tension, mais parce que je croyais qu'il y aurait toujours place pour un délai, pour des nuances, pour une ultime tentative. Cette croyance s'est avérée naïve. Lorsqu'une relation s'inscrit dans un système qui privilégie la stabilité au sentiment, les décisions sont préparées bien avant même d'être prononcées. Je me suis demandé quand ce moment avait réellement commencé. Était-ce aujourd'hui ou il y a des mois, lors de réunions auxquelles je n'assistais pas? Ce qui m'a le plus frappé, c'est le détachement de la procédure. Les émotions n'étaient de pas nier, mais elles n'avaient aucune importance. Le document parlait de continuité de responsabilité et de calendrier. Il ne faisait aucune mention des souvenirs partagés des sacrifices, ni des années passées à construire quelque chose qui nous dépassait. J'ai eu l'impression que mon histoire personnelle était absorbée par un récit plus vaste qui ne laissait que peu de place au doute. Est-ce le prix d'une vie qui n'a jamais été entièrement privée? En relisant ces mots, j'ai réalisé que ce n'était pas une décision impulsive. Tout dans la formulation respirait la préparation. Des scénarios avaient été envisagés, les risques atténués, les conséquences anticipées. Le mariage ne s'est pas terminé sur un coup de tête, mais dans le cadre d'une gestion maîtrisée. Cette prise de conscience a été douloureuse car elle suggérait que l'issue était déjà prédéterminée, quels que soient mes sentiments ou mes paroles. Comment vivre avec l'idée que sa relation a été perçue comme un risque? J'ai constaté que mes pensées oscillaient entre le personnel et le structurel. D'un côté, j'étais un homme confronté à la fin d'un mariage, de l'autre, j'appartenais à une institution qui ne tolère aucune ambiguïté prolongée. Dans cette tension, j'ai compris à quel point la frontière entre l'amour et le devoir est ténue. Lorsque le devoir l'emporte, l'amour devient une contrainte à gérer plutôt qu'une expérience à vivre. Dans les heures qui suivirent, je compris que cette date marquait non seulement une fin, mais aussi un commencement. Non pas de liberté comme on le prétend souvent, mais de redéfinition. Tout ce qui allait de soi devait être repensé, les rôles, les attentes et même ma propre identité au sein de cet ensemble. Je me demandais si le divorce pouvait jamais être véritablement une affaire privée alors que tant de personnes se sentent dépendantes d'une apparence de stabilité. Il y avait aussi la honte, une honte silencieuse difficile à exprimer. Non pas que l'échec soit rare, mais parce qu'il était exposé ici devant un public qui ne s'était jamais enquis de mes difficultés personnelles. L'idée que mon mariage devienne l'objet d'analyses, de spéculations et de jugements moraux a rendu cette perte encore plus douloureuse. Comment faire son deuil quand on sait que chaque signe sera interprété? Pourtant, une étrange clarté s'imposait. La date fatidique mit fin à la procrastination. Plus de place pour les espoirs vagues ni les solutions timides. Ce qui est immuable impose l'acceptation aussi douloureuse soit-elle. Je commençais à comprendre que ce document n'était pas destiné à me briser, mais à mettre un terme à une situation jugée intenable. Cette compréhension ne rendit pas la chose moins difficile, mais elle la rendit moins chaotique. J'ai repensé à tous ces moments où j'avais senti que quelque chose changeait. Ces petits signaux que j'avais ignorés parce qu'ils ne correspondaient pas à l'image que je voulais projeter. Avec le recul, il est tentant de croire que tout était prévisible. En réalité, le déni est souvent une forme d'autoprotection. Ce n'est que lorsque les faits sont mis à nu que l'on ose les reconnaître. Aurais-je dû écouter ce malaise plus tôt? Cette première phase ne s'acheva pas par la résignation, mais par la prise de conscience de l'irréversibilité. L'enveloppe fut remplacée, mais son contenu demeura. La date fut fixée, quelles que soient à mes émotions. Le mariage, jadis symbole de continuité, était désormais une variable à éliminer. Restait à savoir comment avancer dans une réalité bouleversée. Non pas simplement en tant que conjoint faisant ses adieux, mais en tant qu'être humain au sein d'un système qui a toujours dépassé mon histoire personnelle. Une fois le choc initial passé, une autre réalité s'est imposée, cette fin ne pouvait se dérouler discrètement. Ce qui avait commencé comme un conflit personnel s'est inévitablement transformé en problème institutionnel. Mon mariage, jadis
Un lien intime aux conséquences publiques s'est retrouvé dans une situation complètement inversée, un problème public aux conséquences privées. Derrière ce renversement se cache une dure vérité sur les vies vécues au sein de structures qui exigent la continuité. Lorsque l'amour se heurte à la stabilité, c'est presque toujours la stabilité qui l'emporte. J'ai commencé à comprendre à quelle vitesse une rupture peut se transformer en analyse de risque, non pas sur le plan moral, mais sur le plan administratif. Quelles conséquences cela a-t-il sur la confiance, sur la perception du public, sur les années à venir? Les questions posées ne portaient plus sur la reconstruction, mais sur le contrôle. Le mariage n'était plus perçu comme une relation entre deux personnes, mais comme un rouage d'un système plus vaste sujet à l'incertitude. Cette redéfinition semblait impersonnelle, mais elle était aussi conforme au mode de pensée des institutions. Ce qui m'a le plus frappé, c'est le langage employé. Ni hostile ni froid, mais clinique. Ils ont évoqué des scénarios, le calendrier et l'impact. Des termes que je connaissais d'autres contextes, mais que je ne m'attendais pas à entendre appliqués à ma propre vie. J'ai constaté la résistance de mes émotions face à cette approche alors que ma raison la comprenait. Cette tension a mis en lumière la difficulté de rester humain dans un processus conçu pour neutraliser les émotions. Cette phase a également révélé à quel point l'ambiguïté n'a pas sa place. Les institutions ne peuvent tolérer une incertitude prolongée. Elles ont besoin de clarté même si cette clarté est douloureuse. Un mariage qui continue de vaciller est plus dangereux qu'un mariage qui se termine. Cela peut paraître dur, mais c'est la logique des systèmes qui repose sur la prévisibilité. Je me suis demandé s'il avait jamais existé un moment où un juste milieu était possible ou si cet espace était toujours resté théorique. Alors que ces pensées s'accumulaient, je sentais un fossé grandissant entre mon monde intérieur et les conversations qui m'entouraient. Là où je luttais contre la perte, on parlait de réputation. Là où je pleurais ce qui n'était plus, je me concentrais sur ce qu'il fallait préserver. Ce décalage me pesait. Non pas par manque de compréhension de la situation dans son ensemble, mais parce que ma souffrance personnelle semblait n'avoir aucune place dans les discussions. J'ai aussi commencé à prendre conscience de l'évolution de mon propre rôle. Je n'étais plus seulement une participante, mais aussi une variable. Mes réactions, mes paroles, même mes silences étaient interprétés selon une analyse qui dépassait le cadre de mes intentions. Chaque geste pouvait être perçu comme un consentement ou une résistance. Cette prise de conscience a ajouté une pression supplémentaire à une situation déjà suffisamment pesante. Comment rester authentique quand l'authenticité elle-même devient un risque? Dans ce contexte, la question de la responsabilité est devenue de plus en plus pressante. Non pas au sens de la culpabilité, mais au sens du devoir. Quelle était ma responsabilité envers l'institution et où s'arrête-t-elle avec ma responsabilité envers moi-même? Cette question est délicate car elle laisse entendre que les deux peuvent toujours être conciliés. En réalité, elles s'opposent parfois frontalement. J'ai dû accepter que protéger l'ensemble ne signifiait pas automatiquement me protéger moi-même. Ce passage marque pour moi le moment où j'ai compris que ce processus était irréversible, que ce soit par l'émotion ou la raison. Il obéissait à sa propre logique, à son propre rythme. Résister ne l'arrêterait pas, cela ne ferait que le compliquer. Cette prise de conscience n'a pas apporté la paix, mais elle m'a donné une direction. J'ai dû apprendre à évoluer dans un cadre qui n'était pas de mon fait, mais que je devais respecter. J'ai constaté la rapidité avec laquelle les histoires se forment lorsque l'information est rare. Le monde extérieur comble les lacunes par des suppositions, des interprétations et des prédictions. Ce n'est pas de la malveillance, mais de la curiosité humaine. Pourtant, j'avais l'impression que ma vie était réécrite par des gens qui n'en connaissaient que des bribes. Cette prise de conscience m'a rendue hésitante, non pas pour cacher quoi que ce soit, mais pour éviter que chaque nuance ne soit transformée en preuve à l'appui d'un récit préconçu. J'ai peu à peu compris que cette étape ne visait pas à sauver un mariage, mais à limiter les dégâts. Non seulement les dégâts publics, mais aussi les dégâts intérieurs. En acceptant que la relation soit passée d'une dimension privée à une dimension institutionnelle, j'ai pu commencer à me défaire d'attentes devenues irréalistes. Ce lâcher-prise m'a semblé être un échec, mais peut-être était-ce aussi une forme de maturité. Cette section s'achève pour moi sur une constatation troublante. Lorsqu'une histoire d'amour devient un problème pour un système, l'histoire, dans sa forme originelle, prend fin. Il ne reste plus qu'à assumer cette fin avec la plus grande honnêteté possible, sans illusion sur une guérison qui n'arrivera jamais. La question qui demeure n'est pas de savoir si cela aurait pu être évité, mais comment je continue à me reconnaître dans les choix que nous faisons aujourd'hui. Les jours qui suivirent le diagnostic officiel me parurent comme un écho prolongé. La colère ne jaillit pas comme une explosion, mais comme une vague lente et incessante. Non pas une rage hurlante qui déferle, mais une colère sourde tapie au creux des côtes.
Je me surprenais à revivre les mêmes scènes encore et encore, non pour les comprendre, mais pour tenter de saisir ce qui m'avait échappé. Le silence devint mon premier réflexe, non par stratégie mais par instinct de survie. Parfois le silence est le seul moyen d'empêcher les mots de faire plus de mal qu'ils n'en réparent. Derrière les murs du palais, où tout est à la fois plus grand et plus petit, les premières lignes de fracture ont commencé à apparaître. Les certitudes partagées se sont muées en positions soigneusement élaborées. On ne se contredisait pas, mais on parlait sans s'écouter. J'ai senti la proximité céder la place à la formalité, l'empathie être filtrée par la prudence. Ce processus est subtil, presque imperceptible, mais il laisse des traces. Lorsque les relations sont tendues, les mots sont pesés comme s'il s'agissait de contrats. Ma colère n'était dirigée contre aucune personne ni décision en particulier, mais contre le sentiment d'être mise à l'écart. L'idée que des conversations aient eu lieu, des scénarios élaborés et des conclusions tirées sans ma pleine participation me rongeait. Parallèlement, je comprenais rationnellement pourquoi cela s'était produit. Les systèmes anticipent de souvent pour minimiser l'incertitude. Mais la compréhension n'apaise pas automatiquement la colère. Elle la rend plus complexe, plus nuancée et plus difficile à exprimer. J'ai remarqué que le silence était aussi interprété par les autres. Là où je gardais le silence pour me recentrer, certains y voyaient de la distance ou une approbation. C'est le danger du silence dans un environnement habitué aux signaux. Chaque mot non dit prend sens. J'ai dû apprendre que le silence n'est pas un état neutre. Il communique, qu'on le veuille ou non. La question n'était plus seulement de savoir si j'allais parler, mais quand et dans quel but. Durant cette période, j'ai commencé à comprendre que les émotions sont indissociables du pouvoir. La colère peut être perçue comme de l'instabilité, la tristesse comme de la faiblesse. Cette prise de conscience rend la vulnérabilité risquée. Je ressentais la pression de garder le contrôle non seulement pour me protéger, mais aussi pour empêcher que mon chaos intérieur ne soit instrumentalisé dans des débats plus larges. La maîtrise de soi est devenue une forme de discipline, non un choix. Les premières failles n'étaient pas flagrantes, mais administratives. Les priorités ont changé, les structures de consultation se sont restreintes, les responsabilités ont été redistribuées. Ces petits changements mis bout à bout indiquaient une direction. J'ai vu comment la prise de décision a progressivement évolué, non par la confrontation, mais par souci d'efficacité. Lorsqu'une situation est jugée intenable, un système recherche automatiquement des alternatives promettant la sérénité. Cette sérénité se trouve souvent dans la prise de distance. Ce qui a rendu cette période si difficile, c'était la combinaison d'un désarroi intérieur et d'une volonté de contrôle extérieur. Je devais continuer à fonctionner alors que ma confiance était anéantie. Je devais évoluer au sein de rythmes qui persistaient, comme si rien de fondamental n'avait changé. Cette dissonance est épuisante. Elle exige une vigilance constante pour ne pas réagir émotionnellement, même si l'émotion est omniprésente. J'ai commencé à comprendre à quelle vitesse les conflits personnels prennent des conséquences structurelles lorsqu'ils se déroulent dans un environnement où tout a une valeur symbolique. Chaque tension était interprétée comme un signe, chaque hésitation comme un message. Cette prise de conscience m'a rendue plus prudente mais aussi plus distante. Se protéger est devenu synonyme de repli sur soi. Pourtant, je savais que le silence persistant ne pouvait être une solution. Il ne faisait qu'accroître le champ des interprétations. À ce stade, je me suis posé une question dérangeante: à quel moment la maîtrise de soi devient-elle une forme d'abnégation ? La réponse n'était pas évidente, mais la question persistait. Je ne voulais pas que mes réactions soient entièrement dictées par les attentes d'autrui. Parallèlement, je ne pouvais pas me permettre de me fier uniquement à mon instinct. Entre ces deux extrêmes, il me fallait trouver un juste milieu. Ce passage marque le moment où j'ai compris que les premières fissures n'étaient pas le fruit d'une décision unique, mais d'une série de petits changements qui, ensemble, ont formé un schéma irréversible. La colère, le silence et la distance ont agi comme des catalyseurs. Ils ont révélé ce qui était déjà sous tension. Ce n'était pas une rupture soudaine, mais un changement progressif. Et c'est précisément ce qui rend la situation si difficile à enrayer. Une fois la confusion émotionnelle retombée, une phase moins visible mais tout aussi décisive s'est manifestée: la préparation juridique. Ce que l'on perçoit souvent comme une décision soudaine s'est avéré être en réalité l'aboutissement d'un processus minutieusement planifié. J'ai découvert comment avocats, conseillers et planificateurs travaillèrent depuis longtemps sur des scénarios dont j'aurais préféré ignorer l'existence. Non pas pour me prendre par surprise, mais pour préserver le système des chocs. Cette découverte fut à la fois rassurante et source d'isolement. Le mot « préparation » prit un tout autre sens. Il ne s'agissait plus de trouver des solutions pour une relation, mais de minimiser les risques pour une institution qui ne laisse aucune place à l'improvisation. Des dossiers furent constitués, des échéanciers établis et les responsabilités définies. Je constatais que ma vie se réduisait à une succession d'étapes. Non par indifférence, mais par une conviction profonde: la continuité ne peut être garantie qu'en anticipant.
La question qui me hantait sans cesse était simple, à quel moment la précaution devient-elle expropriation ? Au fil des discussions avec les conseillers, il est apparu clairement que certaines décisions étaient prédéterminées avant même d'être officiellement prises. Les noms de projets discrets et techniques offraient un sentiment de sécurité à ceux qui avaient besoin de prendre du recul. Ils structuraient une situation incertaine et créaient l'illusion du contrôle. J'en comprenais la nécessité, mais je ressentais aussi qu'ils reléguaient la dimension humaine au second plan. L'amour et la perte ne rentrèrent pas dans ces schémas. Il fallait les encadrer pour pouvoir les appréhender. Ce qui m'a le plus frappé, c'est de constater que les transferts de pouvoir s'opèrent souvent discrètement. Non pas par des déclarations ou des confrontations, mais par une lente évolution des compétences. Des signatures ici, des mandats là. Le changement n'a pas été annoncé, il a été mis en œuvre. C'est là l'efficacité des systèmes qui ont appris que les ruptures visibles causent plus de dégâts que les transitions silencieuses. J'ai vu mon rôle se redéfinir sans que personne ne prononce le mot « adieu ». Cette phase a également révélé que la justice légale diffère de la justice émotionnelle. Sur le papier, tout était en règle. Les procédures avaient été respectées, les intérêts mis en balance et les risques limités. Pourtant, un vide persistait impossible à combler par de simples démarches. J'ai dû accepter que parfois la loi, malgré son efficacité, puisse engendrer une souffrance indélébile. Il ne s'agit pas d'un échec de la loi, mais d'une de ses limites. J'ai commencé à comprendre comment le pouvoir se protège en anticipant. Pour ceux qui en font partie, cette vision à long terme est déshumanisante, mais pour le système, c'est une question d'autoconservation. Cette tension est insoluble. On ne peut que la constater. Je me suis demandé s'il était possible d'humaniser ces processus sans en perdre l'efficacité. Ou bien cette impersonnalité est-elle précisément le prix à payer pour la stabilité ? Le rôle des avocats m'est devenu ambivalent. Ils n'étaient ni hostiles ni réconfortants. Leur tâche consistait à clarifier les choses là où les émotions brouillaient la situation. Ils s'exprimaient en termes de conditions et de conséquences, non en termes de sentiments. Cela les rendait indispensables, mais aussi difficiles à supporter. Je me retrouvais à devoir jongler entre deux réalités, la réalité intérieure où la perte était centrale, et la réalité formelle où les décisions devaient être prises, comme si la perte était une variable. Durant cette période, j'ai aussi pris conscience de l'importance du timing. On ne peut pas tout faire en même temps. Certaines étapes ne sont entreprises que lorsque d'autres sont terminées. Cela ralentit le processus mais évite l'escalade. J'ai appris à considérer la patience comme une stratégie et non comme de la passivité. En ne précipitant pas les choses, je me suis donné le temps d'éviter des erreurs qui seraient devenues irréparables. Pourtant, cette patience m'a parfois donné l'impression d'être complice d'un processus que je n'avais pas choisi. Peu à peu, j'ai commencé à entrevoir les contours de ce qui allait se produire. Non pas parce que quelqu'un l'avait dit explicitement, mais parce que la logique était inéluctable. Les transferts de pouvoir ne s'opèrent pas par une annonce, mais par une préparation qui se manifeste par de subtils changements. Je devais me demander si je voulais résister à quelque chose qui était déjà en marche, ou s'il valait mieux concentrer mon énergie à protéger ce qui restait à protéger. Ce passage marque le moment où j'ai compris que la séparation n'était pas qu'un simple événement relationnel, mais une réorganisation des pouvoirs. Cette prise de conscience fut douloureuse, mais aussi révélatrice. Elle expliqua pourquoi les émotions avaient eu si peu d'influence sur le dénouement. Elles n'avaient jamais été le facteur déterminant. Il s'agissait de structures de prévisibilité de la capacité d'un système à s'autoréguler sans s'effondrer. J'ai conclu cette phase par un constat lucide: lorsque les avocats et les plans prennent le dessus, l'issue est rarement prévisible. Ce qui demeure, c'est la manière dont on se positionne face à cette issue. Non pas en niant la réalité, mais en choisissant comment redéfinir son propre rôle au sein de cette nouvelle réalité. Ce choix pourrait bien être la dernière forme d'autonomie qui nous reste. À mesure que le cadre juridique se précisait, un autre changement se dessinait, un changement qui se faisait presque sans un mot. Le pouvoir change rarement par des annonces. Il s'insinue. J'ai vu comment l'influence a lentement changé de main sans que personne n'en parle. Pas de confrontation, pas d'explication, juste un réarrangement des évidences. Qui a été consulté, qui a été interpellé, qui a été informé. Ces changements discrets étaient de plus significatifs que n'importe quelle déclaration publique. J'ai remarqué que les conversations se déroulaient de plus en plus souvent sans que je sois là. Non par hostilité, mais par souci d'efficacité. Il fallait prendre des décisions et la stabilité exigeait de la rapidité. C'est la logique que suivent les systèmes lorsqu'ils cherchent à minimiser l'incertitude. Je comprenais cette logique, mais je sentais aussi qu'elle me réduisait à un simple outil de gestion plutôt qu'à une voix à écouter. C'était une sensation désagréable, être présent sans être véritablement impliqué. Cette phase a clairement démontré que la succession ne commence pas par une passation de pouvoir formelle, mais par la confiance. Une confiance qui se manifeste par le choix des personnes à contacter, en cas de doute, des personnes à impliquer dans la planification et des personnes considérées comme des valeurs sûres pour l'avenir.
Cette confiance évolue souvent bien avant que les titres ne soient attribués. J'ai vu de nouveaux visages apparaître plus fréquemment autour de la table, leur présence allant de soi. Le changement s'est opéré discrètement, mais son effet était indéniable. Ce qui m'a frappé, c'est de comprendre que ce changement n'était pas d'ordre personnel mais structurel. Les systèmes recherchent des points d'ancrage. Lorsqu'un élément est perçu comme instable, il est soulagé, voire protégé par la distance. Cela paraît paradoxal, la distance comme forme de protection. Pourtant, c'est un réflexe courant dans les organisations habituées à la continuité. Elles réduisent les frictions en redistribuant les responsabilités avant même que le conflit n'apparaisse. J'ai commencé à comprendre comment le pouvoir peut se transmettre sans que personne ne renonce formellement à quoi que ce soit. Cela se fait par le biais de routines, de changements d'agenda, d'adaptation des structures de consultation et d'un symbolisme subtilement remanié, qui est présent aux moments cruciaux. Qui prend la parole, qui confirme ces signaux, sont perçus par tous ceux qui comptent même lorsqu'ils ne sont pas exprimés à voix haute. Durant cette période, j'ai dû me demander comment réagir. Résister aurait rendu le changement visible et aurait peut-être même accéléré son accélération. Accepter sans réfléchir aurait été comme une forme d'autodestruction. J'ai cherché un juste milieu, être présente sans revendiquer, soutenir sans diriger, créer de l'espace sans disparaître. C'est un équilibre difficile à trouver car il n'apporte que peu de reconnaissance. Il exige de lâcher prise sans pour autant renoncer. J'ai également constaté l'évolution des relations durant cette phase. Certains liens se renforcent grâce à une responsabilité partagée, d'autres s'estompent à mesure que leur fonction disparaît. C'est douloureux, mais aussi révélateur. Cela met en lumière les relations fondées sur la proximité et celles fondées sur le rôle. Lorsque les rôles changent, les relations sont mises à l'épreuve. Chacun ne réussit pas à surmonter cette épreuve de la même manière. Ce qui m'a aidé, c'est de comprendre que l'influence n'est pas synonyme d'autorité. L'influence se partage, l'autorité se transmet. En laissant la place aux autres sans renier le passé, j'ai pu contribuer à la stabilité sans me renier moi-même. Cela exige une forme de leadership rarement reconnue, celle de savoir se retirer au bon moment. Cette phase a également mis en lumière l'importance du partenariat, non seulement au sens classique du terme, mais aussi dans la manière dont les gens envisagent de l'avenir ensemble. J'ai vu de nouvelles alliances se former non par ambition, mais par pragmatisme. Le système recherchait l'équilibre et l'équilibre exige la complémentarité. Cette dynamique est moins visible que le conflit, mais tout aussi déterminante. J'ai terminé cette section avec un mélange de mélancolie et de lucidité. Mélancolie face à ce qui avait changé de façon irréversible. Clarté face à ce qui était nécessaire pour éviter d'autres dégâts. Le pouvoir avait basculé sans qu'un mot soit nécessaire. Mon rôle n'était plus celui du centre, mais celui du lien. Ce n'est pas une humiliation, mais une transformation rarement choisie, volontairement. Cette période m'a montré que la véritable influence découle parfois de la capacité à créer de l'espace pour les autres, même si cela implique de se faire plus discret. Dans un monde où visibilité rime avec pertinence, c'est une vérité dérangeante. Mais c'est peut-être aussi l'une des formes d'autorité les plus abouties. Après tous ces bouleversements, une question demeurait: que reste-t-il lorsqu'une couronne est redessinée sans cérémonie? Non, pas symboliquement retirée, non pas redistribuée publiquement, mais lentement adaptée à une nouvelle réalité. J'ai commencé à comprendre que la fin d'un mariage à mon niveau ne pouvait jamais être un simple événement privé. C'était un réajustement de l'autorité, une reformulation de l'héritage et surtout une leçon sur la façon dont les systèmes s'autorégulent lorsque les relations humaines deviennent instables. La période qui suivit le divorce sembla paradoxalement plus calme et plus définitive à la fois. L'incertitude avait disparu et avec elle l'illusion que les choses pouvaient encore être inversées. La paix l'emporte parfois sur le conflit car elle confirme que la décision a été prise et acceptée. J'ai constaté que cette paix m'incitait à me tourner vers l'avenir, non par optimisme, mais par nécessité. Rester immobile aurait signifié demeurer figé dans une phase révolue. J'ai commencé à réfléchir à la notion d'héritage, un mot souvent employé sans être remis en question. Que laisse-t-on vraiment derrière soi? Des titres, certes. Des structures, assurément. Mais aussi des exemples, des comportements que d'autres interprètent et reproduisent. En ce sens, ma réaction à cette rupture est devenue plus importante que la rupture elle-même. Non pas pour sauver une image, mais pour démontrer que l'autorité ne s'effondre pas lorsque la sécurité personnelle est compromise. Une institution peut-elle se renforcer en reconnaissant sa vulnérabilité? L'avenir qui s'est dessiné n'était pas exempt de souffrance, mais il était exempt de déni. Cette différence est cruciale. Le déni retarde le processus mais amplifie les dégâts. La reconnaissance accélère le changement mais crée un espace pour l'adaptation. J'ai vu comment le système qui m'entourait s'adaptait déjà. Non pas brutalement mais de façon constante. Il recherchait la continuité sans faire comme si de rien n'était. Cette honnêteté, aussi imparfaite fût-elle, a donné une direction à l'avenir. Durant cette période, j'ai compris que l'autorité à l'ère moderne repose moins sur l'inviolabilité que sur la prévisibilité.
Les gens veulent savoir où ils en sont. Ils acceptent le changement tant qu'il n'est pas chaotique. Mon rôle est devenu clair, non pas défendre le passé, mais guider la transition. Cela implique de faire des choix parfois difficiles, mais toujours cohérents. La cohérence est peut-être la forme de leadership la plus sous-estimée. Je me suis posé des questions ouvertes, sans réponse facile. Comment rester pertinent sans être au centre de l'attention? Comment contribuer à la stabilité quand sa propre position a évolué? Et comment concilier deuil personnel et responsabilité publique? Ces questions n'ont pas de solution toute faite, mais elles invitent à la réflexion. Elles montrent clairement que le pouvoir n'est pas une possession, mais une relation en perpétuelle renégociation. Ce qui m'a redonné espoir, c'est de comprendre que les couronnes redessinées ne sont pas forcément affaiblies. Parfois, elles s'allègent, se déchargent des attentes désormais inadaptées. Dans un monde qui exige la transparence et démasque rapidement l'hypocrisie, l'honnêteté peut être une forme de protection. Non pas l'honnêteté qui expose tout, mais celle qui reconnaît ce qui n'est plus tenable. N'est-ce pas là l'essence même d'une autorité mature? J'ai envisagé l'avenir et j'ai constaté qu'il serait probablement moins cérémoniel et plus fonctionnel. Moins dépendant des mythes, davantage fondé sur des comportements cohérents. Cela exige une adaptation non seulement de la part des individus, mais aussi de l'ensemble des structures. La question n'est pas de savoir si cette adaptation aura lieu, mais qui la façonnera. En choisissant la coopération plutôt que la résistance, l'influence peut être maintenue sans domination. Cette phase finale a aussi apporté une forme d'acceptation, non pas de résignation, mais de réalisme. La prise de conscience que certaines histoires s'achèvent pour laisser place à d'autres. Que dire au revoir ne signifie pas disparaître, qu'un rôle peut évoluer sans perdre son sens. Il n'y avait pas de triomphe dans cette acceptation, mais il y avait la paix. Je conclus ce récit par une invitation à la réflexion. Qu'attendons-nous réellement de l'autorité en période de conflit personnel? Voulons-nous la perfection ou la fiabilité? Préférons-nous la distance ou la proximité? Et sommes-nous prêts à accepter que les dirigeants soient aussi humains avec des failles parfois imperceptibles? Ces questions déterminent non seulement notre perception de cette histoire, mais aussi la manière dont nous façonnons l'avenir. Merci d'avoir suivi ce processus jusqu'au bout. Si ce récit soulève des questions ou a suscité des réflexions, je vous invite à les partager. En maintenant le dialogue ouvert, nous continuons d'explorer comment le pouvoir, la responsabilité et l'humanité peuvent s'entremêler même lorsque les certitudes d'antan s'effondrent.